Imaginons un instant la scène. Devoir mâcher son repas de manière ininterrompue toute sa vie avec des dents qui poussent littéralement sans arrêt, Ah oui, c'est une image assez frappante. n'est-ce pas? Et tout ça en portant régulièrement une barre de métal dans la bouche. C'est exactement la réalité quotidienne du cheval. C'est fou quand on y pense. C'est un animal que l'on côtoie depuis des millénaires et pourtant, sa bouche est un mystère pour beaucoup. Tout à fait. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de décoder un document technique fascinant sur les pathologies buccales et dentaires des chevaux. Le but, c'est de simplifier tout ce jargon médical. Et il y en a beaucoup. Ouais, l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne réellement cette mécanique étonnante, et parfois un peu chaotique, et surtout, comment l'humain pourrait bien être en train de casser cette merveille d'ingénierie. C'est un écosystème dynamique qui frôle la perfection absolue. C'est-à-dire? C'est une machine conçue par l'évolution pour faire une seule chose, mais avec une efficacité redoutable, brouter de l'herbe fibreuse. Au ras du sol, j'imagine. Exactement. Et ça pendant parfois plus de 15 heures par jour. 15 heures, c'est énorme. Ouais. Mais le problème, c'est que cette mécanique naturelle se heurte aujourd'hui de plein fouet aux conditions de la domestication. Ah, le fameux impact humain. Voilà. Ce qu'on va découvrir en explorant cette anatomie, c'est à quel point un simple changement d'environnement ou de régime alimentaire peut gripper une machine biologique qui a mis des millions d'années à se perfectionner. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Avant même d'examiner ce qui ne va pas, il faut qu'on comprenne l'architecture de base de cette bouche. Bien sûr, c'est la fondation. J'ai regardé les schémas avant qu'on commence, et il y a un truc étonnamment sexiste dans la façon dont ces mâchoires sont construites. Et c'est le mot juste, oui. Parce que les chiffres de base ont l'air simples. On compte généralement 44 dents en tout chez un adulte. Mhm. Donc 12 incisives à l'avant pour couper, 16 prémolaires et 12 molaires au fond pour broyer. Mais attends, le compte n'y est pas. Il manque 4 dents. Et ce sont les canines. Voilà. Et de ce que je comprends, la présence de ces canines dépend presque entièrement du sexe de l'animal. C'est exactement ça. Il y a un dimorphisme sexuel très marqué dans la bouche équine. Ces 4 canines, elles sont tout à fait normales et présentes chez les mâles. D'accord. Donc les mâles ont une dentition complète. Ouais, elles émergent et se développent classiquement. Par contre, les femelles, les juments, ne les possèdent généralement pas. C'est quand même dingue. C'est une absence physiologique, tout à fait standard. Leur génétique ne déclenche tout simplement pas la formation de ces dents. C'est fascinant de voir une différence anatomique aussi nette. Mais j'ai aussi vu passer une exception à cette règle dans les sources. Ah oui, Ouais, une histoire de génétique liée à une race très spécifique au Chili. C'est quoi cette exception? ah, tu parles de la Yegua triolia chilena, la jument criollo-chilienne. Voilà, c'est ça. La nature adore les exceptions, hein. Dans cette race très particulière, il est en effet super fréquent d'observer des restes de canines chez les femelles. Des vraies dents qui poussent? Des dents rémanentes qui parviennent à percer la gencive, oui. C'est une particularité génétique remarquable qui nous rappelle que l'anatomie n'est jamais une science totalement binaire et figée. D'accord. Donc on a une mâchoire massive avec des règles qui changent selon le sexe ou la race, mais au-delà du nombre, c'est le comportement même de ces dents qui est hallucinant. Tu penses à l'hypsodontie? Exactement, le document insiste là-dessus. Pour faire simple, la meilleure analogie, c'est celle d'un porte-mine. Oh, j'aime bien cette image. Bah oui, on écrit avec le crayon, la mine s'use sur le papier, et on clique pour faire sortir de la nouvelle mine depuis l'intérieur. Et les dents des chevaux fonctionnent exactement comme ça. Elles ont une croissance continue tout au long de leur vie. C'est l'adaptation évolutive majeure du cheval, en fait. Imagine un peu. S'il passait 15 heures par jour à frotter ses dents contre de l'herbe pleine de silice et de terre avec des dents humaines classiques. Il n'aurait plus rien dans la bouche en un mois. Il se retrouverait édenté en quelques mois, oui. L'hypsodontie permet à la dent de compenser cette usure extrême en émergeant continuellement hors de la gencive. Mais voilà ce qui me questionne. Je t'écoute. Si la dent pousse tout le temps, que se passe-t-il quand ça tourne mal? Je veux dire, si la dent s'use de travers, ou pire, s'il y a du pus ou une grosse infection à la racine. Mhm. Une simple infection, ça ne devient pas une sorte de bombe à retardement mobile, puisque la dent bouge. C'est une déduction redoutable. Et c'est cliniquement exact. Ah ouais? C'est précisément ce qui rend la dentisterie équine si unique et surtout si critique. Chez un être humain, une dent infectée ou cassée, elle reste globalement à sa place. Le problème est statique. D'accord. Mais chez le cheval, à cause de cette croissance continue,
Le défaut n'est pas fixe. La dent continue d'émerger de l'os. Donc le trou ou la pointe remonte avec la dent. Exactement. Donc un défaut de surface, une usure irrégulière ou même un changement d'angle causé par la douleur, ça se déplace avec le temps. Et ça vient altérer la façon dont la mâchoire supérieure et inférieure s'emboîtent. C'est un effet domino en fait. C'est une véritable réaction en chaîne. Si on ne traite pas l'infection ou l'anomalie physique, elle migre, elle dérègle le point de contact avec la dent opposée, et ça finit par causer des ravages sur l'ensemble de la biomécanique du crâne. Ce qui nous amène à un obstacle de taille. Un cheval ne peut pas prendre rendez-vous chez le praticien en expliquant que sa dent à croissance continue lui fait un mal de chien au fond à gauche. Malheureusement, non. Il ne peut pas parler, donc comment est-ce qu'on repère qu'une de ces bombes à retardement a explosé? Il semble qu'il y ait tout un langage secret de la douleur. Totalement. Il faut devenir un observateur minutieux des signaux subtils. Il faut se rappeler que le cheval, c'est une proie dans la nature. Donc il cache sa faiblesse. Exactement. Il a tendance à cacher sa douleur le plus longtemps possible pour ne pas attirer les prédateurs. Les tout premiers signes, ils se lisent souvent pendant le repas. Genre quoi, il boude sa nourriture? Pas forcément. Mais un cheval qui laisse de la nourriture partiellement mâchée tomber de sa bouche ou qui met un temps anormalement long pour finir une ration qu'il dévorait avant, c'est une alerte claire. Et j'ai même vu dans les sources qu'on pouvait détecter le problème à l'autre bout de l'animal, en observant le crottin. Ah oui, le crottin, c'est un excellent indicateur. S'il y a de la nourriture non digérée dedans, ça veut dire que la machine à broyer à l'entrée a complètement échoué, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. La digestion, elle commence dans la bouche. Si le broyage mécanique est incomplet à cause de la douleur, l'estomac et les intestins, ils ne peuvent pas compenser. Donc les fibres ressortent intactes. Voilà. On peut aussi observer des comportements anormaux. Par exemple, un cheval qui secoue la tête violemment en mangeant. Ou qui refusent de prendre le mors pour être monté. Oui, une réticence féroce aux morses. Ou alors il s'appuie excessivement dessus de manière asymétrique pour soulager un côté. On note aussi parfois de la dysphagie. C'est la difficulté à avaler ça. Oui, une difficulté mécanique et musculaire à déglutir. Mais le symptôme subtil qui m'a le plus interpellé, c'est ce comportement qu'on appelle le kidding ou le bolseo en espagnol. Ah, le bolseo, oui. Concrètement, le cheval stocke de la nourriture dans ses joues, littéralement comme un hamster. C'est une très bonne comparaison. Au début, en lisant ça, je me demandais pourquoi il ferait ça. Et je me suis dit, est-ce que le bolseo, au fond, ce n'est pas simplement le cheval qui essaye de se fabriquer un coussin de protection naturelle, Un coussin? avec du foin mâché, pour empêcher ses propres dents de lui lacérer l'intérieur de la bouche? C'est ça l'idée. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément l'ingéniosité de cette stratégie. Le bolseo, c'est pas une perte de fonction neuromusculaire où le cheval oublierait d'avaler. C'est volontaire alors. C'est bel et bien une manœuvre d'évitement de la douleur. Le cheval comprend que s'il place une liasse de foin bien humide entre ses molaires devenus acérés et la muqueuse très sensible de sa joue, ça crée un amortisseur. C'est brillant. Ça lui permet de continuer à se nourrir en limitant la douleur. C'est une remarquable adaptation de survie. C'est malin. Mais j'imagine que c'est un peu le calme avant la tempête. Oh que oui. Si on ignore ces fameux coussins de foin et ces crottins mal digérés, on bascule dans les signaux extrêmes. Et là, d'après le texte, c'est franchement terrifiant. C'est le stade critique. On observe quoi? Du ptyalisme, c'est-à-dire une bave excessive et incontrôlable. Oui, le ptyalisme ou la sialorrhée, ça montre que le cheval ne peut même plus gérer sa propre salive à cause de la douleur ou de l'inflammation. Ensuite, il y a l'halitose. La mauvaise haleine. Mais c'est pas juste une mauvaise haleine classique, c'est une odeur de putréfaction extrêmement prononcée due à la nécrose des tissus dans la bouche. Mon Dieu. On peut aussi voir apparaître une asymétrie faciale évidente, un côté du visage qui gonfle sous l'effet de l'inflammation. Et le pire de tout, ce sont les fistules. Quand j'ai compris ce que c'était, ça m'a glacé le sang. C'est jamais agréable à voir. Ce sont de véritables trous cutanés qui se percent à travers l'os de la mâchoire ou dans les sinus pour laisser s'échapper le pus. C'est bien ça, hein? C'est la nature qui cherche une porte de sortie pour l'infection. Et toute la tragédie du diagnostic, elle réside dans ce décalage temporel. Comment ça? Au moment où ces signes extrêmes apparaissent, comme la fistule ou une perte de poids majeure, parce que l'animal préfère mourir de faim plutôt que de souffrir à chaque coup de mâchoire. Oui, La pathologie est déjà installée depuis des mois, voire des années. d'accord. Donc on sait repérer la douleur. Maintenant, comment ces problèmes arrivent-ils en premier lieu? Il y a plusieurs causes. Parce que la nature a ses propres ratés. Par exemple, avec les dents de lait, on appelle ça la rétention des dents décidues. Tout à fait.
Que se passe-t-il exactement entre 2 ans et demi et 4 ans et demi dans la bouche d'un jeune cheval? À cet âge-là, le cheval perd ses dents de lait pour faire place aux dents définitives. Un peu comme nous. Mais parfois, la dent de lait, qu'on appelle aussi la coiffe, elle refuse de tomber. Elle s'accroche. Elle reste ancrée, oui. Le problème, c'est que la dent définitive adulte en dessous, elle, est programmée pour sortir quoi qu'il arrive. Ah, ça va coincer. Face à cet obstacle, la dent adulte va chercher le chemin de moindre résistance. Et elle va souvent pousser vers l'arrière, de manière caudale. C'est un véritable embouteillage dentaire. La mâchoire n'est tout simplement pas assez grande pour héberger 2 générations de dents en même temps. C'est exactement ça le problème. Et j'imagine que si cette coiffe reste coincée pendant plus d'1 an, ça déraille complètement. Absolument. Si la situation perdure au-delà de 12 mois, cela provoque un changement permanent et irréversible de l'occlusion. Les mâchoires ne s'alignent plus du tout. Et ça fait mal. Ça crée des poches de bactéries, la formation de kystes dentaires, une douleur aiguë et bien sûr, on voit réapparaître notre fameux bolséo, le comportement du hamster. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et un peu tragique, pour être honnête. Pourquoi Car si la nature fait des erreurs avec les dents de lait, nous, les humains, on crée des catastrophes à grande échelle avec la façon dont on gère leur alimentation. Ah, l'usure irrégulière. Exactement. Une dent de cheval n'est pas homogène. Elle est faite d'émail, qui est dur comme du roc, et de sément et de dentine, qui sont des matériaux beaucoup plus mous. Oui, c'est une structure composite. S'ils ne frottent pas parfaitement, l'émail survit, le mou se creuse et ça crée des lames de rasoir. Mais pourquoi ça ne frotte pas bien? C'est là que la domestication entre en jeu, n'est-ce pas? C'est le cœur du problème. La biomécanique d'un cheval sauvage est implacable et parfaite. Quand il broute au ras du sol, il arrache l'herbe et la mâche avec un mouvement latéral. De gauche à droite. Voilà, un large glissement de gauche à droite de la mâchoire. Ce mouvement circulaire ample lime parfaitement toutes les couches de la dent, dure et molle, à la même vitesse. Donc, tout reste plat. La table dentaire reste plat et totalement fonctionnelle, oui. C'est comme utiliser des ciseaux de la bonne façon. Les 2 lames glissent l'une contre l'autre. C'est une belle image. Mais en captivité, on enferme le cheval dans un box, on lui met un seau en hauteur et on lui donne des granulés mous, déconcentrés. On change complètement les règles du jeu. Absolument. En lui donnant un aliment concentré et facile à écraser, le cheval n'a plus besoin de faire ce grand mouvement latéral. Il devient paresseux de la mâchoire. Il s'adapte. Il se contente de mâcher de haut en bas, dans un mouvement strictement vertical. Il écrase au lieu de broyer. Oh, je vois le souci. En modifiant ce simple axe mécanique, l'émail sur les bords extérieurs des dents n'est plus jamais limé. Donc, à cause du mouvement vertical, l'émail continue de pousser, hypsodontie oblige, et se transforme en ces fameuses pointes aiguisées, les odontophytes. Les odontophytes, ouais. Des pointes aiguisées comme des lames qui finissent par cisailler l'intérieur des joues à chaque mouvement. C'est fou. En modifiant simplement la texture du repas, on a déréglé des millions d'années d'évolution. C'est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont la domestication a imposé une charge physiologique énorme à l'animal. Et on ne s'en rend même pas compte. Le changement paraît anodin de l'extérieur. Le cheval mange sa ration avec appétit, mais à l'intérieur, c'est une mutilation lente. Et comme si les dents utiles qui s'usent mal ne suffisaient pas, il y a aussi des dents qui ne devraient tout simplement pas être là. Les dents de loup. Voilà. Rien que le nom est intimidant. C'est quoi exactement? Ce n'est pas pour manger des loups, j'imagine. Non, en effet. Anatomiquement, la dent de loup est la première prémolaire. C'est une dent vestigiale, un pur reste de l'évolution. D'accord, comme notre appendice. Un peu, oui. Les lointains ancêtres du cheval, qui vivaient en forêt et étaient beaucoup plus petits, s'en servaient pour broyer des branchages très spécifiques. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle n'a absolument aucune fonction masticatoire. Elle n'a presque pas de racines et elle perfore la gencive généralement entre 6 et 18 mois, presque toujours sur la mâchoire supérieure. Donc elle ne sert à rien pour manger. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe autant alors? À cause de l'équitation. L'endroit exact où cette petite dent pousse correspond millimétralement à l'espace où vient se loger le mors, la fameuse pièce métallique de la bride. Aïe! Quand le cavalier agit sur les rênes, le métal vient frapper directement contre cette petite dent fragile. Et la douleur est fulgurante. Ah, c'est logique. On fait quoi du coup? Le traitement est systématique chez les chevaux montés. On procède à une extraction chirurgicale sous anesthésie locale, en veillant bien à décoder la gencive pour ne rien laisser de la racine. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final quand on passe aux choses sérieuses comme les inflexions des racines des vraies grosses molaires? Là,
On entre dans la chirurgie lourde. Parce que là, la mécanique crânienne devient incroyable. Si une de ces grosses dents se fracture, ou s'il y a une maladie parodontale grave, où le tartre détruit le ligament, les bactéries rentrent dans la pulpe. Tout à fait. On m'a même parlé de voies hématogènes, où une bactérie voyage par le sang pour attaquer la racine par l'intérieur. C'est plus rare, mais c'est documenté, oui. Mais l'impact de cette infection dépend entièrement de l'endroit où se trouve la dent. C'est une merveilleuse leçon d'architecture crânienne. Il faut visualiser le crâne du cheval. Les racines des grosses molaires supérieures ainsi que la 4e prémolaire supérieure ne sont pas plantées dans de l'os plein. Elles sont où alors? Elles pénètrent littéralement à travers le plancher d'une grande cavité vide, le sinus maxillaire. J'adore l'analogie de la plomberie pour comprendre ça. Imagine un immeuble. Une grosse molaire supérieure qui s'infecte. C'est comme une fuite d'eau massive dans l'appartement du dessus. C'est une très bonne façon de le visualiser. Le pus, soumis à la gravité, ne va pas remonter ou sortir par le toit. Il va traverser le plancher et goûter directement au milieu du salon de l'appartement du dessous. Qui est, ici, le sinus du cheval. Et le résultat de cette fuite, c'est un symptôme qui ne trompe pas, n'est-ce pas? On appelle cela un signe pathognomonique. L'abcès dentaire se draine en permanence dans le sinus, créant une grave sinusite secondaire. Et ça se voit de l'extérieur. Oui, le symptôme visible de l'extérieur, c'est un écoulement nasal purulent, chronique, à l'odeur épouvantable. Mais le détail crucial, c'est que cet écoulement est strictement unilatéral. Ça ne coule que d'un côté. Il ne coule que par la narine du côté de la dent infectée. Si le nez coule d'un seul côté, il faut appeler un dentiste d'urgence, pas chercher à soigner un rhume. C'est hyper clair. Et si l'infection touche l'appartement du rez-de-chaussée? Je veux dire, les molaires de la mâchoire inférieure. La gravité et la finesse de l'os dictent la suite. La base de l'os de la mandibule inférieure est assez fine. D'accord. Le pus, cherchant toujours la sortie la plus proche et aidé par la gravité, va éroder l'os vers le bas et fistuliser vers l'extérieur. Donc ça perce la peau. Oui, ça va percer la peau directement sous la mâchoire du cheval. C'est purement de la physique des fluides appliquée à la biologie animale. C'est incroyable de voir comment tout s'explique mécaniquement. Pour clore cette exploration, laissons de côté les os et les dents dures et penchons-nous sur les tissus mous. Le palais, j'imagine. Oui. Il y a une pathologie qu'on appelle les abscesses ou la palatite. Et l'histoire de cette condition montre à quel point la médecine vétérinaire a évolué, passant de l'horreur absolue à la science de pointe. Qu'est-ce que sont les abscesses? C'est une inflammation sévère et un épaississement massif de la muqueuse du palais dur, située juste derrière les incisives supérieures. Ça gonfle beaucoup, hein? La bosse gonfle tellement qu'elle finit par dépasser le niveau des dents. Le cheval ne peut physiquement plus pincer l'herbe. D'accord, mais pourquoi ça arrive? Il y a 2 grandes causes. L'une est physiologique. C'est très courant chez les jeunes chevaux de 2 à 3 ans qui perdent leurs incisives de lait. L'inflammation locale fait gonfler le palais. Et l'autre cause? L'autre cause est traumatique. Le cheval mange des branches dures, des écorces, ce qui irrite le tissu, provoque des micro-saignements internes et crée un énorme œdème sanguin. Donc, si je comprends bien, c'est en gros un gigantesque bleu, un hématome dans la bouche. C'est une bonne façon de le décrire. Le diagnostic est clair. Ce n'est pas du tout infectieux. C'est juste inflammatoire. Mais quand on regarde comment les praticiens d'autrefois traitaient ça, c'est à faire des cauchemars. Ah oui, c'était brutal. Puisqu'ils voyaient une bosse qui empêchait le cheval de manger, ils sortaient le couteau. Si l'on replace cela dans un contexte plus large, c'est l'illustration de la tragédie d'une médecine basée uniquement sur l'apparence. C'était quoi la méthode? La pratique historique, qui est formellement condamnée aujourd'hui, consistait à fendre cette bosse enflammée au couteau, ou pire, à la cautériser au fer rouge. Quelle horreur! Et pour stopper le saignement, il frottait du gros sel directement dans l'incision béante. Frotter du sel dans une plaie ouverte sur une muqueuse enflammée pour soigner un bleu. Le niveau de torture et de nécrose tissulaire que ça a dû engendrer est impensable. C'était contre-productif au possible. Heureusement, aujourd'hui on a compris la mécanique vasculaire, n'est-ce pas? Comment on soigne cette fameuse palatite sans torture? La première ligne de traitement moderne, c'est le bon sens. On supprime l'irritation mécanique, on met le cheval sous une diète molle. Et pour dégonfler tout ça? Ensuite, la pharmacologie prend le relais. On utilise des médicaments qui vont résorber le liquide de l'œdème et calmer l'inflammation vasculaire. On parle de la chymotrypsine ou d'anti-inflammatoires puissants comme la flunixine méglumine. Ou des corticoïdes, j'ai lu dexaméthasone.
Exactement, des corticoïdes comme la dexaméthasone. On laisse la chimie faire le travail, en douceur. Et j'ai vu que même si le gonflement est si extrême qu'il faut opérer, on a rangé le fer rouge au placard. Heureusement, oui. La technique décrite pour la palatectomie partielle où l'on retire un morceau du tissu est très élégante. Il parle de placer des points de suture hémostatiques avant même de couper. Pourquoi fait-on ça? C'est de la chirurgie vasculaire de précision. En plaçant ces points préalables, on bloque mécaniquement le flux des grandes artères palatines. Donc ça ne saigne pas partout quand on coupe. On empêche l'hémorragie, oui. Mais surtout, on force le corps à créer de nouveaux réseaux sanguins plus petits et sains. C'est ce qu'on appelle une angiogénèse contrôlée. C'est doyant. L'inflammation chute d'elle-même, la guérison se fait proprement, sans cautérisation sauvage. C'est une victoire éclatante de la physiologie sur les remèdes de charlatans. C'est un voyage véritablement stupéfiant que l'on vient de faire à l'intérieur de cette anatomie complexe. C'est un sujet très riche. Si l'on doit résumer tout cela, la bouche d'un cheval est à des années-lumière d'être un simple outil de broutage. C'est un écosystème féroce en perpétuel mouvement. Façonné par le sexe de l'animal, animé par des dents à la croissance infinie et soumis à des lois biomécaniques impitoyables et précises. De l'intelligence du bolséo pour masquer la douleur avec du foin, à la bizarrerie des dents de loup, jusqu'à cette connexion intime à la plomberie désastreuse entre les racines dentaires et les sinus, chaque détail est un engrenage crucial. C'est une excellente façon de le voir. Et au-delà des pathologies purement naturelles, ce qui résonne le plus fort dans cette analyse, c'est l'empreinte humaine. Clairement. Le fait d'avoir transformé leur alimentation, de l'herbe abrasive du sol aux granulés tendres dans des seaux, a suffi à bouleverser des millions d'années de synchronisation mécanique. Et cela laisse planer une réflexion assez vertigineuse. Ah oui, Puisque notre façon de nourrir les chevaux a littéralement modifié la cinétique de leur mâchoire, créant des pointes d'émail tranchantes qui les font souffrir en silence, on peut légitimement se poser une question. laquelle? Quels autres compromis biologiques, invisibles, silencieux et potentiellement douloureux, les autres animaux domestiques font-ils quotidiennement, simplement pour réussir à survivre dans des environnements que nous avons si artificiellement construits pour eux? C'est une pensée qui donne matière à réfléchir. C'est une très belle question pour clôturer notre exploration. Ouais, on le sait tous, un cheval de 500 kg, ça peut galoper à plus de 60 km/h, encaisser des efforts physiques colossaux et déployer une puissance vraiment impressionnante. Ouais, c'est une vraie machine de guerre, hein. Exactement. Et pourtant, un simple brin de foin mal mâché ou une poignée de granulés un peu secs, ça peut suffire à déclencher une cascade biologique complètement fatale. C'est fou quand on y pense. Ah oui, totalement. Et tout ça, ça repose sur une seule bizarrerie de l'évolution. Le cheval est physiquement incapable de vomir. C'est le détail anatomique qui change tout, en fait. Voilà. Ça transforme un truc qui serait juste un petit inconfort chez nous, les humains, en une urgence vétérinaire redoutable. Et cette incapacité à faire marche arrière, ça crée une mécanique de destruction interne qui est particulièrement implacable, hein. Ouais, c'est clair. Parce que les urgences qui en découlent, elles semblent souvent super banales en surface, genre juste une petite toux ou une gêne après le repas. Mais en dessous, c'est la crise. Absolument, ça cache une pression ischémique redoutable sur les tissus. Et comprendre cet enchaînement, ça permet de saisir les protocoles de sauvetage, mais aussi l'architecture hyper vulnérable de cet animal. Eh bien, notre mission d'aujourd'hui s'articule précisément autour de cette vulnérabilité. On a rassemblé plusieurs documents cliniques vétérinaires très pointus sur ce que les anglophones appellent le choke. Donc l'obstruction ésophagienne chez le cheval, pour faire simple. C'est ça. L'objectif de notre exploration, c'est vraiment de traduire tout ce corpus médical complexe en un récit clair pour ceux qui nous écoutent. Sans perdre la moindre miette de la technique clinique. Voilà, des facteurs prédisposants au dosage pharmacologique millimétré jusqu'à la chirurgie de la dernière chance. Bon, décortiquons tout ça. Comment est-ce qu'un simple amas de nourriture arrive à menacer toute l'intégrité de l'œsophage ? Alors le mécanisme destructeur, il vient pas seulement du bouchon lui-même, mais surtout de la pression radiale constante que ce bol alimentaire exerce sur les parois. Une pression de l'intérieur vers l'extérieur, en gros. Exactement. La nourriture sèche, que ce soit déconcentrée ou du foin mal mastiqué, ça agit littéralement comme un bouchon expansif parce que ça absorbe la salive. Ah oui, ça gonfle. Ouais, et cette compression ininterrompue, elle bloque la microcirculation sanguine locale. Sans sang, la muqueuse œsophagienne subit une ischémie super rapide et ça évolue inexorablement vers la nécrose. Le tissu meurt, quoi. C'est ça, hein. Et si la structure meurt, la paroi s'amincit, elle perd toute son élasticité et à terme, elle finit par se rompre sous la pression. Et c'est là qu'intervient cette fameuse incapacité à expulser le truc.
Moi, j'imagine ça comme une autoroute à sens unique où les voitures s'engouffrent à fond, mais sans aucune bande d'arrêt d'urgence ou bretelle de sortie. C'est une super bonne image, ouais. En cas de carambolage, tout est figé, impossible de faire reculer le trafic. Mais du coup, pourquoi l'évolution a laissé un animal aussi grand sans aucune de ses soupapes sécurité? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette architecture unidirectionnelle, en fait, c'est une adaptation de survie qui est optimisée pour la fuite, Ah bon? pour fuir les prédateurs. Ouais, le cheval reste une proie, donc l'évolution l'a doté d'un sphincter cardiaque, c'est la valve musculaire entre l'œsophage et l'estomac, qui est extrêmement tonique, D'accord, donc c'est hyper serré. très serré. Et en plus, l'œsophage s'insère dans l'estomac avec un angle oblique très prononcé. Du coup, quand l'estomac se remplit d'herbe ou de gaz, la distension vient appuyer sur la valve et la verrouille mécaniquement. Ah, je vois, donc ça fait comme un clapet anti-retour naturel. Exactement. Ça permet au cheval de fuir au grand galop avec l'estomac plein à craquer sans jamais risquer un reflux gastrique dans ses poumons. C'est de l'ingénierie de pointe, en fait. Oui. Mais le prix à payer pour cette prouesse, c'est qu'en cas de blocage en amont, le système reste hermétiquement fermé. On se retrouve donc avec un terrain anatomique qui pardonne vraiment aucune erreur. Mais, puisque cette soupape n'existe pas, quelles sont les situations de la vraie vie qui déclenchent ça? Les sources mettent en avant plusieurs facteurs. La déshydratation, c'est un des catalyseurs principaux, surtout après une grosse compétition. Parce qu'il y a moins de salive? C'est ça. La production de salive dépend de l'équilibre hydrique. S'il manque d'eau, le bol alimentaire devient hyper abrasif et collant. Logique. Et il y a aussi la faim extrême. Un cheval qui a été privé de nourriture pendant des heures, quand on lui donne sa ration, il se jette dessus, il court-circuite la mastication. Et il avale tout d'un coup. Ouais, surtout si c'est des concentrés denses, riches en acides gras. Ça s'agglutine direct dans le canal. D'accord. Mais dans nos documents, il parle aussi des anesthésies générales, ce qui m'a paru hyper contre-intuitif. Ah oui, le fameux blocage post-anesthésique. Ouais, les sources disent que le blocage arrive souvent si le cheval retourne au box et mange avant d'avoir récupéré son réflexe de déglutition. Mais enfin, c'est pas la responsabilité du vétérinaire de s'assurer que l'animal est bien réveillé avant de le laisser manger. Alors, c'est là qu'il y a une vraie illusion clinique. En fait, c'est dû à une asymétrie dans la récupération neurologique. C'est-à-dire? Les sédatifs qu'on utilise, les agonistes des récepteurs alpha-2, ils se dissipent pas à la même vitesse partout. Le cortex moteur récupère en premier. Donc le cheval a l'air normal de l'extérieur. Voilà. Il se lève, il marche bien, son regard est vif et il montre qu'il a très faim. Visuellement, il est réveillé. Sauf qu'à l'intérieur, c'est une autre histoire. Exactement. Le contrôle autonome des muscles de l'œsophage, ceux qui font les ondes péristaltiques pour pousser la nourriture, ils sont encore chimiquement paralysés. Donc il commence à manger, mais sa tuyauterie interne est à l'arrêt. Ce décalage crée une situation hyper dangereuse alors. Et sachant que le cheval peut ni crier, ni vomir, comment on fait pour détecter ça? Tout passe par le langage corporel. Le premier signe, c'est une anxiété aiguë, avec des efforts spasmodiques pour essayer de régurgiter, même si on sait que c'est impossible. Il doit contracter ses abdos à fond. Violemment, oui. Et la douleur locale entraîne une odynophagie. En gros, c'est une incapacité douloureuse à avaler. Donc il arrête de manger net. Il y a un signal postural très spécifique aussi décrit dans les textes. Le cheval baisse la tête et étire le cou au maximum vers l'avant. En hyperextension, ouais. Ouais, ça me fait penser, tu sais, à quelqu'un qui s'étouffe et qui tire frénétiquement sur son col de chemise ou sa cravate pour dégager sa trachée. C'est exactement la même idée organique. La biomécanique de cette posture, c'est d'essayer de redresser la courbure du cou pour diminuer la résistance autour de l'œsophage. Pour aider le bouchon à passer, quoi. Ouais. Et au-delà de la posture, il y a les fluides. On observe une sialorrhée profuse, donc une production de salive énorme. Parce que les glandes continuent de produire. Oui, des dizaines de litres par jour. Mais comme l'obstruction fait barrage, ça s'accumule, ça devient mousseux et ça déborde de la bouche. Et ça sort pas que par la bouche d'ailleurs. Les textes parlent de régurgitation nasale, avec un mélange de salive, de bouillie alimentaire et de mucus qui coule par les narines. C'est super visuel et choquant. C'est très impressionnant, oui. Et il y a la toux aussi, qui indique que ça commence à passer dans les voies respiratoires. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au juste? Quand le vétérinaire arrive face à ce tableau, comment il confirme le problème, sans aggraver le cas? En fait, si l'on relie cela à la situation globale, l'investigation doit suivre une règle stricte. L'anamnèse, pour l'histoire clinique d'abord, mais surtout l'examen initial obligatoire. Il faut impérativement inspecter la cavité buccale en premier. Pour chercher quoi? Pour écarter un corps étranger primaire, genre un bout de bois coincé en travers des dents ou dans le fond de la gorge.
Donc, mettre une sonde nasogastrique directe pour aller voir l'œsophage, c'est une mauvaise idée. Ce serait même catastrophique. Si tu as un objet rigide coincé et que tu pousses une sonde à l'aveugle, tu vas enfoncer cet objet de force dans les tissus du pharynx. Ça provoque des lacérations profondes ou même une perforation immédiate. Ah oui, sécuriser la bouche, c'est la base. La règle d'or. Ensuite, on déploie les outils. L'endoscopie pour visualiser l'intérieur. La caméra dans le tube. Ouais, on voit le liquide accumulé, les lésions et le bouchon lui-même. On peut aussi palper la gouttière jugulaire à l'extérieur. Mais le kit de détective inclut aussi l'échographie et la radiographie. Pourquoi rajouter ça si la caméra montre déjà le bouchon? Parce que l'endoscopie te donne qu'une vue de la surface interne. Elle te dit rien sur l'épaisseur du tissu. L'échographie, elle, mesure l'épaisseur de la paroi et détecte les œdèmes musculaires. Pour voir si l'organe est encore viable. C'est ça. Et la radio, c'est crucial pour repérer des gaz extraluminaux, de l'air qui serait sorti de l'œsophage pour s'infiltrer dans le cou. Ce qui nous amène direct aux complications mortelles. Le temps presse énormément. À court terme, c'est la pneumonie d'aspiration qui menace, non? Exactement. Avec un œsophage bouché, le larynx baigne dans un réservoir de salive pleine de bactéries. Quand le cheval tousse, la glotte peut laisser passer ce jus dans les poumons. Et ça fait une infection fulgurante? Massive. Et même s'il survit à ça, la cicatrisation peut créer une sténose, un rétrécissement qui va le gêner à vie pour manger. Mais le pire du pire, c'est la rupture œsophagienne. Les textes décrivent un truc très visuel, l'emphysème sous-cutané. Quand le vétérinaire touche le cou, il sent une crépitation. Ouais, C'est littéralement comme toucher du papier bulle planqué sous la peau du cheval. C'est terrifiant. c'est terrifiant parce que ça veut dire que l'œsophage s'est perforé, l'air, les gaz de fermentation et les sucs digestifs s'échappent dans les plans fasciaux, les couches entre les muscles. Donc ça contamine tout le cou. Exactement. Cette crépitation, c'est le signe d'une cellulite grave. À ce stade, le pronostic clinique passe direct à réservé, voire mauvais. Pour éviter ce cauchemar, il y a un arsenal pharmacologique impressionnant. Avant de penser au bistouri, il faut débloquer la situation chimiquement. Et paradoxalement, la première urgence, c'est de baisser la tête du cheval avec des sédatifs. Oui, on utilise la gravité pour éviter l'aspiration pulmonaire. Traite basse, les fluides coulent vers les narines, pas vers les poumons. D'accord. Et on donne quoi comme médicament? Des sédatifs lourds, les agonistes alpha-2 dont on parlait, de la xylazine à 1,1 mg par kilo ou de la détomidine entre 20 et 40 microgrammes par kilo. Il faut aussi arrêter les spasmes de l'œsophage. Tout à fait. On injecte de l'atropine à 0,02 mg par kilo ou de la butylscopolamine à 0,2 ou 0,3 mg par kilo pour paralyser le tube. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Au milieu de ces molécules classiques, les protocoles utilisent un nom hyper surprenant, l'ocytocine. Ah oui, l'hormone de la mise bas. Exactement. Tout le monde associe ça aux contractions utérines. L'utiliser pour un blocage alimentaire, ça paraît fou. Ça repose sur une particularité anatomique du cheval, en fait. Les 2/3 supérieurs de son œsophage, c'est du muscle strié squelettique, pas du muscle lisse. Ah, et l'ocytocine agit là-dessus? Voilà. Elle réduit drastiquement le tonus de ce muscle strié périphérique. On met une perflante, une unité internationale pour 10 kg de poids vif, diluée dans du sérum physiologique toutes les 30 minutes. C'est de la dentelle chimique. C'est clair. Ça relâche la zone pour pouvoir dissoudre le bouchon et on ajoute souvent de la lidocaïne à 2% localement pour anesthésier la muqueuse et couper la douleur. Donc le cheval est sédaté, tête basse, œsophage paralysé et détendu, avec la muqueuse endormie. Là seulement on attaque le lavage à l'eau tiède via la sonde. Mais faut être super prudent, non? Eh bien cela soulève une question importante, celle de la physique hydraulique en milieu clos. L'eau est incompressible. Donc si on pousse trop fort, L'onde de pression va taper direct sur les parois latérales. Si le tissu est déjà nécrosé par le bouchon, paf, c'est la rupture immédiate. faut y aller tout doucement alors. Une patience absolue. De tout petits volumes d'eau tiède, on siphonne, on répète, sans jamais forcer la pression. Sauf que parfois, malgré toute cette chimie et cette patience, ça bloque toujours. La rupture approche. C'est là qu'on passe au dernier recours, l'intervention chirurgicale, l'œsophagostolie. Une procédure extrêmement complexe, ouais. Parce que l'œsophage cicatrise très mal et baigne dans un milieu contaminé. J'ai vu que la technique de suture était super précise. Très stricte. La muqueuse interne est fermée avec un fil d'acide polyglycolique 3,0. Un fil très fin pour pas créer d'inflammation. C'est ça, pour éviter les sténoses. Mais la paroi musculaire externe, qui va devoir encaisser les futures contractions, elle est recousue avec du fil plus épais, du 2,0. Et on pose en drain pendant 48 heures.
Et alors, il y a un truc qui m'a scotché dans les soins post-opératoires. Ils imposent un jeûne total de 72 heures. Un cheval, c'est fait pour brouter en continu. Son estomac produit de l'acide H24. Le priver de tout pendant 3 jours, ça risquait pas de faire des ulcères massifs, hein. Le risque ulcéreux est énorme, même sous perfusion. Mais c'est un calcul de bénéfice-risque impitoyable. C'est-à-dire, La biomécanique oblige ce sacrifice. La moindre déglutition, même juste avaler sa salive, ça déclenche une onde péristaltique très puissante. Si cette contraction passe sur les fils de suture tout frais, ça arrache tout. inévitablement, les tissus ischémiques lâcheraient. Donc le repos absolu de l'œsophage passe avant l'estomac. D'accord. Et après ces 3 jours, on réintroduit de la bouillie liquide millimètre par millimètre. Ce parcours clinique est juste vertigineux. On part d'un simple manque d'eau ou d'un réveil d'anesthésie un peu rapide et on finit avec des perfusions d'ocytocine, des lavages hydrauliques à haut risque et de la microchirurgie. Tout le protocole sert en fait à compenser cette absence de soupape de sécurité chez le cheval. La marge d'erreur est quasi nulle. Cette analyse minutieuse, ça pousse vraiment ceux qui nous écoutent à réfléchir sur la domestication globale. C'est clair. L'évolution a façonné ce magnifique herbivore pour brouter lentement, en continu, et nous, avec nos protocoles modernes, l'enfermement en box, les repas à heure fixe avec des granulés très denses, on va à l'encontre de ça. On crée le problème. Exactement. Le choc, c'est pas juste un accident imprévisible, c'est vraiment une collision entre une biologie millénaire et notre façon inadaptée de gérer ces géants vulnérables. Il est fascinant de se demander jusqu'à quel point on doit repenser notre environnement pour respecter leur architecture vivante. Quand on pense au système digestif, en général, on a souvent en tête cette image d'une usine, parfaitement bien ordonnée. Ouais, une mécanique bien huilée, quoi. Exactement. On y introduit du carburant, la machine détecte l'arrivée de la matière, elle s'allume, elle sécrète ses acides. Et ces enzymes pour tout décomposer. Voilà. Et une fois que le travail est terminé et que la cuve est vidée, c'est un sagement en attendant le prochain repas. C'est rassurant, non? C'est très rassurant. Et d'ailleurs, cette logique de l'interrupteur marche-arrêt, c'est le fondement même de la digestion chez la grande majorité des mammifères. Nous y compris, en fait. Tout à fait. Nous, les carnivores, l'acide ne coule que si le repas est là pour l'absorber. C'est un mécanisme de survie qui est d'une efficacité redoutable. Sauf que, et c'est le sujet de notre exploration d'aujourd'hui, quand on se penche sur la biologie équine, cette belle logique d'usine s'effondre, mais alors complètement. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on s'attaque à la mécanique du syndrome ulcéreux gastrique équin, le fameux SUGE, en se basant sur des notes vétérinaires très précises. Et la mission, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique étonnante pour que tout le monde puisse comprendre. Et pour ça, il va falloir que notre auditoire oublie tout, mais vraiment tout ce qu'il sait sur l'estomac humain. L'estomac du cheval, c'est une anomalie physiologique fascinante. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le principe de base de ce syndrome, c'est une guerre de territoire constante. D'un côté, on a les facteurs agressifs. Ouais, l'acide chlorhydrique, la pepsine, les acides biliaires, l'artillerie lourde. Et de l'autre, les facteurs protecteurs. Donc le mucus, le dicarbonate et le flux sanguin. Et en gros, l'ulcère apparaît quand l'offensive perce la défense. Jusque-là, ça semble classique. Mais la donnée qui bouleverse absolument tout, c'est que chez le cheval, la production d'acide, elle ne s'arrête jamais. Jamais. Genre, pas de pause du tout? Aucune. C'est le point névralgique du problème. Les pompes à protons sécrètent de l'acide chlorhydrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est fou. Il n'y a pas d'interrupteur. Que l'estomac soit plein de foin ou vide depuis des heures, l'acide coule à flot continu. Est-ce que l'estomac du cheval est comme le moteur d'une voiture qui tourne en permanence sans huile de moteur? C'est une super image, mais avec une nuance biochimique quand même. Un moteur sans huile, il va gripper à cause de la friction. L'estomac du cheval, lui, il ne grippe pas. Il dissout activement sa propre structure corporelle quand le carburant manque. Waouh! Mais la nature ne crée pas des machines pour s'autodétruire, si? Non, en général non. Et ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi évolutif. À l'état sauvage, dans les plaines, un cheval broute continuellement. Il mâche jusqu'à 16 ou 18 heures par jour. Ah, donc l'évolution a fait de son estomac une cuve en flux tendu. Exactement. Cette sécrétion continue d'acide, c'était un avantage massif pour dégrader des fibres coriaces. Le bol alimentaire permanent faisait office d'éponge. Donc le problème, c'est pas le cheval, c'est le mode de vie qu'on lui impose. On prend un brouteur des steppes et on l'enferme dans un box avec des repas fractionnés.
C'est le cœur du problème. Ce qui était une arme de digestion est devenu une faille. Et quand cette faille cède, les notes vétérinaires montrent que les signes cliniques sont super vagues. Une baisse de performance, un appétit capricieux, un peu de perte de poids et des sueurs excessives sans cause évidente. C'est déconcertant de subtilité, oui. Mais comment on fait la différence? Comment un propriétaire peut distinguer ces signes d'une simple mauvaise journée d'entraînement? Une grosse sueur, ça peut juste être un coup de chaud, non? C'est tout le défi diagnostique avant l'endoscopie. Ces signes, en fait, ils traduisent une douleur viscérale sourde. Il faut se rappeler que les chevaux sont des proies. Ah oui, ils masquent leur douleur pour survivre. C'est ça. Un cheval avec une brûlure gastrique ne va pas se tordre de douleur au sol systématiquement. Il va modifier sa biomécanique, être nerveux au sanglage, par exemple. Et pour la sueur excessive? Là, c'est pas un souci de thermorégulation, c'est le système nerveux autonome. Une réponse sympathique au stress aigu de l'acide qui attaque les nerfs à vif. C'est une alarme chimique silencieuse. Une alarme chimique qu'on prend souvent pour un sale caractère, en fait. C'est triste. Très souvent, malheureusement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque l'acide est toujours là, il faut regarder où il frappe. L'estomac n'est pas juste une poche uniforme, il est divisé en deux moitiés. Oui, avec une frontière physique très nette au milieu, on l'appelle la Margot plicatus. Elle sépare deux écosystèmes totalement opposés. Bon, pour imager ça, imaginons que l'estomac est une piscine. D'accord, je visualise. La moitié inférieure, le fond, c'est tapissé d'un gros carrelage industriel qui résiste à tout. Ça, c'est la zone glandulaire. Ouais, Mais la moitié supérieure, les rebords de la piscine, c'est juste de la terre nue. C'est la zone squameuse. Et la première maladie, le SGD, elle tape pile sur cette terre nue. la maladie gastrique squameuse, oui. Cette zone supérieure n'a aucune glande, aucun mucus. Elle ne peut pas se défendre contre l'acide. Mais attends. L'acide, c'est lourd. Ça stagne au fond par gravité, non? Comment ça arrive à brûler les rebords en haut qui sont censés rester au sec? Ah, la dynamique des fluides. Le risque principal, c'est le jeûne couplé à l'effort intense. Si l'estomac est vide, tu as un lac d'acide pur au fond. D'accord. Et quand le cheval part au galop ou saute un obstacle, on a un phénomène mécanique fou. Les intestins massifs sont propulsés vers l'avant et agissent comme un énorme piston hydraulique. Oh, l'effet de chapeauté haut? L'éclaboussant, c'est le mot exact. La pression compresse l'estomac par le bas et bim, projette violemment cet acide corrosif vers le haut, Sur la terre nue, sur la terre nue. C'est un traumatisme chimique et mécanique à chaque foulée. ça change complètement la façon de voir un parcours d'obstacles. Chaque saut, c'est un geyser chimique interne. C'est effrayant. Complètement. Bon, ça, c'est le haut. Mais le fond de la piscine, la zone avec le supercarrelage, la zone glandulaire, là, on parle de l'EGGD. Pourtant, cette zone a du mucus, du bicarbonate, un superflu sanguin. Comment un ulcère peut percer ce bunker chimique? La différence est clé. En haut, c'est l'acide qui attaque une zone faible. En bas, c'est une défaillance interne du bunker lui-même. C'est le mortier du carrelage qui s'effrite. Et qu'est-ce qui cause cet effritement? Souvent, ça vient de notre propre trousse à pharmacie, les aïnes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Comme la phénylbutazone, c'est hyper courant chez les chevaux de sport. Très courant, oui. Mais c'est fou, on donne ça pour soulager une douleur articulaire. Comment un truc pour la patte finit par détruire l'estomac? Si l'on relie cela au contexte global, tout est une question de messagers chimiques, les prostaglandines. Quand il y a une blessure, elles créent l'inflammation et la douleur. Les ANS bloquent ces prostaglandines pour stopper la douleur. Super pour la patte du coup. Super pour la patte, oui. Mais dans l'estomac, des prostaglandines spécifiques, comme la PG2, sont les architectes du bunker. Elle gère l'entretien du carrelage. Et plus encore. Elles maintiennent les vaisseaux sanguins ouverts pour oxygéner la muqueuse. Et elles commandent la production de mucus. Je vois le problème arriver. Si tu bloques les prostaglandines avec le médicament, tu coupes l'eau et l'électricité du bon cœur. Le sang ne circule plus bien, les cellules meurent d'asphyxie, le mucus disparaît. Et là, l'acide normal de l'estomac s'infiltre dans les failles. Effet domino. On veut soigner un genou et on étrangle l'estomac. C'est tragique, mais c'est exactement ça. Et ça s'aggrave quand on ajoute l'alimentation à l'équation. Nos sources parlent du paradoxe des grains. On donne plein de céréales pour donner de l'énergie explosive aux athlètes, mais c'est toxique pour la muqueuse gastrique. C'est le grand malentendu de la nutrition équine. L'estomac n'est pas fait pour gérer des tonnes d'amidon et de sucre simple. Ça fermente beaucoup trop tôt, directement dans l'estomac. Et ça crée des acides gras volatiles, les AGV. Mais attends, l'estomac est déjà rempli d'acide chlorhydrique pur. C'est super fort. Qu'est-ce qu'un acide de plus ou de moins va changer?
Ça change la méthode d'attaque. L'acide chlorhydrique, ça brûle en surface. Mais les AGV, eux, ils infiltrent. Et c'est justement à cause du milieu déjà très acide qu'ils deviennent hyper dangereux. Comment ça alors? Dans un pH très bas, ces acides gras volatiles perdent leur charge électrique. On dit qu'ils sont non dissociés. Donc ils deviennent neutres et ils passent partout. Exactement. Ils deviennent lipophiles. Ils traversent les graisses des membranes cellulaires comme des fantômes à travers un mur. Oh waouh! Et une fois à l'intérieur de la cellule protectrice, où le pH est neutre, bam, ils libèrent leur acidité. Ils détruisent la cellule de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un cheval de 3 moléculaires. Et comme si ça suffisait pas, il y a une autre menace qui vient d'en bas. Le reflux duodénal, des fluides intestinaux qui remontent. Avec les selles biliaires, oui. Mais la bile, c'est pour digérer, non? Dans l'intestin, oui. Ça agit comme un liquide vaisselle sur une poêle pour dissoudre les graisses alimentaires. Mais si ça remonte dans l'estomac, ça dissout les graisses de la paroi cellulaire. Ça décape le vernis du carrelage. Bon. Donc on a l'acide chlorhydrique constant, les AGV des céréales qui attaquent de l'intérieur, la bile qui décape, le spore qui éclabousse et les médicaments qui empêchent la réparation. C'est l'apocalypse là-dedans, non? C'est un environnement très hostile, oui. Mais cela soulève une question importante. Il y a un antidote naturel absolu, La salive? produite par la mastication du fourrage. Mais c'est juste de l'eau pour avaler le foin, non? Pas du tout. C'est un super pouvoir. Un cheval ne salive pas en regardant un seau de granulés, il salive uniquement par l'action mécanique de broyer des fibres longues. D'accord. Et cette salive est chargée à bloc de bicarbonate. C'est l'agent antiacide parfait. Donc plus il mâche, plus il s'automédicate. C'est mathématique. Un cheval au foin en continu mâche des dizaines de milliers de fois. Il produit 10 à 12 litres de salive bicarbonatée par jour. Une perfusion antiacide constante. Et si on lui donne un seau de granulés qu'il avale en 5 minutes, Zéro salive, zéro bicarbonaté, le pH s'effondre et l'acide détruit tout. c'est vertigineux quand on assemblait toutes ces pièces. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre auditoire? Ça veut dire qu'il y a 3 grands piliers à retenir. C'est ça? Les facteurs internes, avec cette anatomie bizarre et l'acide constant. Les facteurs alimentaires, avec le manque de foin et l'excès de céréales. Et les facteurs externes, comme le sport et les médicaments. Comprendre ça, c'est la clé. Mais ça nous pousse vers une réflexion encore plus profonde pour clôturer. Si la solution, c'est l'herbe et le foin en continu, regardons notre agriculture moderne. Ah oui, les nouvelles herbes? Avec le climat, on plante des graminées hyper résistantes, gorgées de fructane et de sucre pour survivre à la sécheresse. Des herbes de vache laitière, en gros. Souvent, oui. La question qui se pose, c'est les ulcères du cheval sont-ils une vraie maladie naturelle ou bien le résultat direct de notre domestication? Si même le prévert naturel d'aujourd'hui est devenu chimiquement trop sucré, ne sommes-nous pas en train d'empoisonner leurs estomacs à notre insu? C'est une perspective vraiment sidérante. L'idée que notre adaptation climatique sabote leur mécanique de survie millénaire, ça donne matière à réfléchir. Complètement. Ça prouve à quel point la biologie est liée à nos pratiques agricoles et que la réponse à une baisse de performance n'est pas toujours dans l'entraînement, mais dans le respect de l'ingénierie animale. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette plongée fascinante, que ça continue de nourrir la curiosité de chacun sur la complexité du vivant. À bientôt!